stupide que vous puissiez faire. Quelle est chose clé pour faire fructifier son argent? J'ai appris ça et j'ai créé une entreprise sur ce principe. Oui, la voilà. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette photo. Condamnée. Je veux dire, ce qu'elle a fait, la performance était extraordinaire. Grâce à cela, elle a financé les études de mon frère. Elle a pris soin de sa famille lors de moments difficiles. Quand j'ai vu les résultats, j'ai dit que c'est ainsi que je vais investir pour le reste de ma vie. Alors, expliquez-moi ça. Je veux le plus de détails possible. Commençons par ceci. Kevin O'Leary, alias M. Ce personnage millionnaire autodidacte et investisseur a bâti, vendu des entreprises pour des milliards. Beaucoup de gens ne m'aiment pas à cause de ma franchise. Je m'en fiche. Certains ne prévoient rien sans dette, puis gaspillent leur argent comme en dépensant 28 dollars pour un déjeuner. C'est stupide. Et une maison? L'erreur que font les gens, c'est d'acheter une maison trop grande. Ne laissez jamais le montant de l'hypothèque et le coût d'entretien de la maison dépasser le tiers de vos revenus. Maintenant, À quel point la personne que vous aimez a-t-elle un impact sur vous? vous plaisantez, c'est tout. J'ai fait des recherches et la plupart des mariages survivent à l'infidélité, mais pas au stress financier. Si tous ceux qui écoutent font cette chose, vous aurez plus d'1,5 million de dollars. Kevin, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non. Seul un tiers des personnes peuvent devenir des entrepreneurs à succès, car il y a quelques éléments indispensables à accomplir pour réussir. D'abord, Kevin, je vais te demander de faire quelque chose d'assez difficile, parce que je trouverais ça assez dur si quelqu'un me le demandait. Mais avant d'entrer dans les détails, peux-tu me donner une vue d'ensemble à 30 000 pieds de ta carrière d'entrepreneur et d'investisseur? Juste les 3 points les plus pertinents avant que nous approfondissions. chaque entrepreneur à qui j'ai parlé et qui se retrouve là où je suis aujourd'hui a un moment décisif où il est poussé sur cette voie. C'est quelque chose dont ils se souviennent et ils s'en souviennent pour toujours. Et je me souviendrai de mon moment, m'être fait virer d'un magasin de glace. Aussi simple que ça. Premier jour de travail, on m'a demandé de servir des boules de glace. Et j'ai fait ça toute la journée. Mais quand les gens goûtent la glace, ils prennent une cuillère, enlèvent leur chewing-gum et le jettent par terre. Quelqu'un doit gratter le chewing-gum. J'ai pris ce travail parce que j'étais intéressé par une fille là-bas. Et je me suis dit que je pourrais, tu sais, traîner avec elle après. Et je l'ai vue m'attendre et la femme qui possédait le magasin a dit « Tu dois gratter le chewing-gum du sol. » Et je ne voulais pas qu'elle me voie à genoux avec un grattoir. Ce n'était pas bon pour mon image. J'étais au lycée. Elle a dit « Non, tu dois le faire. » J'ai dit « Vous m'avez embauché comme serveur de glace, pas comme gratteur. » Elle a répondu « Et si tu étais viré? » Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ça a été un moment décisif pour moi parce que j'ai compris qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui possèdent dans le magasin et il y a ceux qui grattent la merde par terre. Et tu dois décider qui tu es. Et je ne dis pas qu'être employé est une mauvaise chose, pas du tout. Mais pour moi, ça m'a frappé. Ça m'a juste frappé. Kevin, il y a un cadeau pour toi. Nous offrons un cadeau à tous nos invités. Vraiment? Sous ce noir, Je peux l'ouvrir. tu peux l'ouvrir. D'accord. Je dois juste enlever ça? Oh, regarde-moi ça. Tu as entendu l'histoire. C'est exactement comme ça que ça avait l'air, sauf que c'était du chewing-gum noir. Et c'était exactement le même carrelage. C'était exactement comme ce carrelage mexicain. Ça me fait vraiment flipper. T'as demandé gratter chewing-gum sur carrelage mexicain? Oui. C'est exactement comme ça. Pour faire ça, il faut se mettre à genoux et le faire. Et je n'y arrivais tout simplement pas. Et puis, mais tu connais la suite de l'histoire. J'ai fini par pouvoir me permettre de raser tout le centre commercial si j'en avais envie. Et nous sommes retournés la voir pour la remercier de nous avoir poussés hors du tapis roulant dans cette direction. Et elle était partie. Et il y avait une bodega à la place. Tu as dit que tu t'es rendu compte qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. L'entrepreneur, la personne qui possède le glacier, et celle qui gratte le sol. Oui, Penses-tu que n'importe qui peut posséder un glacier? Je pense que n'importe qui peut être entrepreneur. non, j'ai essayé de l'enseigner. Et je le prodigue constamment aux PDG avec lesquels je travaille. Certaines caractéristiques humaines permettent de faire cela. Une certaine tolérance au risque, une certaine concentration. Et puis, il y a l'autre élément auquel j'ai vraiment commencé à croire ces derniers temps, c'est le karma. Chance. Il faut avoir de la chance. Vous avez besoin de... C'est un peu comme si on avait demandé un jour à Napoléon « Quels sont vos généraux préférés ?» Et il a répondu « Mes généraux préférés sont les généraux chanceux. »
Et je commence à penser que dans la vie, en particulier dans l'entrepreneuriat, quand on regarde la différence, le chemin entre le succès et l'échec, personne n'y est plus exposé que moi, vu le nombre d'investissements que j'ai réalisés au fil des décennies. Je pense que si vous voulez un pourcentage, vous savez, j'enseigne ces cohortes à Harvard. Je suis executive fellow là-bas. Je suis très fier de ce travail. Vous réunissez une classe de 120 personnes dans une salle et les 2 tiers d'entre elles veulent devenir consultants. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils mènent une vie de médiocrité sans jamais prendre de décision d'importance dans leur existence. Après 24 mois, ils sont marqués par cette maladie pour toujours. Ils seront toujours de bons consultants, mais n'atteindront jamais la grandeur. Dans la vie, 1 tiers des gens peuvent devenir des entrepreneurs à succès, c'est tout. Et les autres peuvent être des employés très performants, et il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez avoir une vie fantastique. Vous ne serez pas enchaîné au haut et au bas de l'entrepreneuriat, à ses défis, à sa difficulté, mais vous ne serez jamais libre. Et c'est là tout le débat. C'est ça, tout simplement. Voulez-vous la liberté personnelle? C'est le seul chemin, c'est tout. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Tu ne peux pas. J'ai toujours dit que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de poursuite de la cupidité. Tu échoueras si tu fais ça. C'est l'amour inébranlable de la liberté. Alors, Ce tiers de personnes dont tu parles, qui réussiront, poursuivront leurs rêves, créeront une entreprise, peu importe ce que ce sera. Penses-tu qu'il soit possible, dans cette conversation, d'augmenter la probabilité de leur succès? Tu as dit que tu ne pensais pas pouvoir faire de quelqu'un un entrepreneur, mais y a-t-il des choses que tu peux faire pour augmenter leur probabilité de réussite? oui, il y a quelques éléments que tu dois accomplir pour réussir. Et laisse-moi t'expliquer ce que ce serait. Et ce n'est pas une étude académique. Ce sont des données réelles, issues de situations réelles de vrais PDG avec qui j'ai travaillé et dont j'ai appris parce que j'ai travaillé pour des gens comme Steve Jobs et d'autres au cours de ma carrière. Laisse-moi t'en donner une que je pense très importante. On va commencer par celle-ci. Je travaillais pour Steve Jobs au début des années 90 en réalisant tous ces logiciels éducatifs. Je veux dire, c'était juste, les voilà, mon Dieu, vous faites vraiment de bonnes recherches. C'est le genre de choses que nous faisions pour lui, tu sais? Oui, oui, tout ça. C'est difficile à trouver. Ce sont des CD-ROM. Mais, et tu sais, en développant ce logiciel, nous y allions chaque trimestre. Heidi Rosen était là, dans la pièce. Elle est toujours une célèbre investisseuse en capital risque. Et je disais, Steve, tu sais, il faut qu'on fasse une étude de marché sur Oregon Trail. Je veux dire, c'est un titre énorme. Il est présent dans 110 000 établissements scolaires. Nous devons mettre à jour, ça coûtera 12 à 15 millions de dollars. Nous voulons savoir ce que veulent les élèves. Nous voulons savoir ce que les enseignants veulent. Nous voulons savoir ce que les parents veulent. Steve disait d'ailleurs, ce n'est pas un type sympa. Pas un type sympa. Il disait devant une salle, Kevin, je m'en fiche de ce que veulent les élèves, de ce que pensent les parents. Ce qui compte, c'est ce que je veux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent avant que je leur dise. Et je lui ai dit, Steve, tu passes vraiment pour un connard. Tu n'as aucune idée de ce que ça donne comme impression. Il répond, non, c'est comme ça, Kevin. Tu gagnes de l'argent avec moi ou pas? Ne suis-je pas ton fabricant d'équipements d'origine à la plus forte croissance? N'avons-nous pas eu un succès fou et continuons-nous? J'ai dit, oui, Steve, c'est vrai. Il a dit, alors ferme ta gueule et fais ce que je te dis. C'est comme ça qu'il te parlait? À 100%, vraiment. Et voici ce que j'ai appris. Regarde à quel point il a eu du succès. Mais voici pourquoi. Il y a un concept qu'il avait compris, ignoré par la plupart au début des années 90, le rapport signal sur bruit. Ce qui était si brillant chez Jobs, et que je dis à tous les PDG aujourd'hui, peu importe que vous dirigiez une entreprise du S&P 500 ou que vous veniez de lancer votre boîte. Sa vision du signal, c'était les 3 à 5 choses les plus importantes à accomplir dans les 18 prochaines heures. Pas la vision pour l'entreprise. Ni pour l'entreprise la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, juste les 18 prochaines heures où tu es éveillé. Tu vas accomplir ces 3 ou 5 choses que tu as jugées essentielles pour ta mission. Elles doivent être faites aujourd'hui. Tout ce qui t'empêche de faire cela, c'est le bruit. Donc, pour Steve Jobs, ce rapport signal sur bruit pour réussir était de 80-20. 20% de signal, 20% de bruit. Et je savais que c'était vrai avec lui, parce qu'il m'envoyait des emails à 2h30 du matin et s'attendait à ce que je lui réponde, car à l'époque, on n'avait pas de texto. Tout se faisait par email. Il avait raison. Il avait raison.
Et la seule autre personne que j'ai vue avec un ratio encore plus élevé, c'est Elon Musk. Il n'a aucun bruit, il ne s'occupe pas du bruit. Il est 100% signal, 24 secondes, tu vois, à chaque cycle. Je veux dire, ce gars-là, c'est 60 secondes de chaque minute, 60 minutes de chaque heure. Pendant les 18 heures où il est éveillé, ce n'est que du signal. Et regarde ce qu'il a accompli. Maintenant, c'est très compliqué pour lui socialement. Parce que le bruit, c'est parfois s'occuper de sa famille, ou le bruit, c'est dire bonjour à un ami, ou le bruit, c'est écouter du doom scrolling sur une application de réseau social qui te prend la tête, ou peut-être jouer de la guitare. Mais très peu de personnes sur Terre, et si tu regardes dans l'histoire, tu vas te rendre compte que les génies de leur époque étaient proches de 100% de signal. Je peux vraiment résumer cela pour mon public. Le signal est ce sur quoi vous devriez vous concentrer maintenant, et le bruit, c'est tout le reste. Tout le reste. Non, les objectifs que tu t'es fixés, la façon dont tu restes éveillé. Si tu restes éveillé 18 heures et que tu as décidé qu'il y a 3 choses à faire, tu vas les faire. Peu importe le prix, tu vas les faire. Et tu ne vas laisser rien te distraire de ces 3 à 5 choses. Si tu es PDG et que tu y parviens et que tu arrives à accomplir cela avec 80% de ton temps, alors tu es extraordinairement performant. Tu es absolument, et tu es Steve Jobs, ou tu es un Elon Musk, ou tu es quelqu'un d'autre. Si tu parles même à Bezos, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu de nombreuses interviews. Tu vois, j'ai rencontré Elon juste quelques fois, j'ai passé beaucoup de temps avec Jobs, mais ils disent tous la même chose. Bezos ne prendra aucune décision après 1 heure de l'après-midi parce qu'il estime que le bruit est trop important. Le signal, pour lui, se trouvait dans les heures du matin. C'est un aspect crucial du succès que je comprends maintenant comme étant la capacité de cela définir un entrepreneur. Un homme ou une femme qui comprend le rapport signal-bruit et s'y concentre réussira. Ceux qui n'y arrivent pas, qui tombent à un rapport signal sur bruit de 50-50, échoueront. C'est aussi simple que ça. Et c'est un concept très simple. Tu sais, tu as fait une de tes choses aujourd'hui, cette interview. Tu vas l'amener à bien. Tu vas, avec tous ces gens autour, l'une des 3 à 5 choses que tu vas faire. J'ai 5 choses aujourd'hui. Je vais les accomplir. Je ferai la même chose demain et le jour d'après. Et tu dois décider de combien de signal tu as besoin pour accomplir ces 3 à 5 choses. Et pour